T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans la salle de bain des femmes inspirantes ? Ce moment si intime qui les prépare à vivre des journées riches et intenses comme les tiennes. Je suis Aurélie du podcast Time to Glow et chaque semaine, je pose cette question à mes invités. Au fil de notre conversation, elles nous dévoilent leur rituel beauté et bien-être. Ces power routines qui leur permettent de se sentir alignées, confiantes et prêtes à conquérir le monde. Qu'elles soient adeptes de cosmétiques naturels ou de médecine esthétique, ici, aucun jugement. Prête à briller et à construire ta propre power routine ? Bonne écoute et entrons dans les coulisses de la salle de bain de notre invité. Et si la beauté pouvait aussi prendre soin de la planète ? Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'Alexandra Ferré, directrice impact et responsable de la stratégie sociétale et environnementale du groupe Rocher. Depuis 1959, la marque Yves Rocher, née à la Gacilly en Bretagne, s'est construite autour d'une conviction forte, révéler la beauté des femmes tout en respectant la nature. Une marque devenue aujourd'hui la marque préférée des Françaises avec plus de 7 millions de clientes. Dans cet épisode, Alexandra nous ouvre les coulisses de cet engagement. Comment une entreprise peut transformer l'industrie de la beauté, réduire son impact environnemental et imaginer une beauté plus responsable sans jamais renoncer à l'efficacité ni à l'accessibilité. On parle aussi routine skincare, acceptation de soi et du pouvoir que la beauté peut avoir dans nos vies. Un échange inspirant entre beauté, impact et engagement. Bonne écoute! Hello Alexandra! Salut Aurélie! Écoute, ravie de t'avoir au micro de Time to Glow. Ça fait des mois que je t'harcèle pour avoir ta vision, que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie, qui tu es, puisque tu es directrice de la responsabilité sociétale chez Yves Rocher. C'est ça le titre ? Tout à fait, directrice de la RSE, comme on dit dans le jargon, de la mission, de l'impact environnemental, de l'impact social. Il y a plein de manières différentes de le dire, mais globalement en charge de tout ce qui est lié aux engagements de la marque Yves Rocher. Si tu devais résumer ton poste en une phrase, enfin nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Alors, au quotidien, mon job, c'est de transformer la marque Yves Rocher, toujours en étant fidèle à son ADN de marque engagée, pour qu'elle soit plus responsable d'un point de vue environnemental et sociétal. Et aussi, la particularité de la marque Yves Rocher, c'est que on veut transformer l'industrie de la beauté pour aller vers plus de responsabilité. Donc, on essaye aussi de travailler avec d'autres entreprises, d'inspirer d'autres entreprises à intégrer des engagements dans leur stratégie. Dans cet épisode, l'idée, c'est de parler de performance, de respect de la planète, de beauté. Waouh. Tout ça en même temps. Très bien. La thématique du podcast, c'est aussi les coulisses de ta salle de bain. Donc là, pareil, t'es prête ? Ah là, je suis dans la thématique. J'adore parler de mes routines, de mes produits préférés chez Yves Rocher. J'ai plein d'exemples. On a démarré par ton poste, mais évidemment, ce qui est important, c'est la femme, qui tu es, toi, derrière. C'est un exercice qui est pas facile, mais comment tu te présentes au monde, toi ? C'est vrai que c'est pas facile. En général, je dis que je suis une femme engagée et une femme de conviction. Je suis une femme aussi qui est très vivante. On dit souvent que je suis pétillante. Je me définis aussi comme une personnalité très hybride. C'est-à-dire que je peux aller dans plein de milieux différents. Et c'est aussi ce qui fait ma force pour naviguer entre l'entreprise, l'engagement, le milieu associatif. Et je suis une personne très adaptable sans faire de compromis sur mes convictions. Comment ça t'est venu, ce côté engagement ? Qu'est-ce qui t'a animé pour en arriver là, au RSE aujourd'hui ? Alors, j'ai eu des parents eux-mêmes très engagés, plutôt sur des questions de bien-être, de santé mentale, méditation, ce genre de choses. Donc, j'ai grandi un peu dans une sphère déjà différente. Ensuite, j'ai vécu à la campagne toute ma vie, donc forcément l'environnement, la nature, ça faisait un peu partie du quotidien. Et ensuite, j'ai eu une expérience un peu déclic. C'est souvent des rencontres, c'est souvent des déclics qui font aussi aller vers des métiers de l'engagement. Et pour ma part, c'était au Maroc pendant mes études. J'ai vécu 2 ans au Maroc dans le cadre de mes études à Sciences Po. Et on faisait des stages. Moi, j'en ai fait un notamment dans une coopérative de femmes qui travaillaient sur de l'artisanat pour vivre et qui avaient vécu des violences et qui se réinséraient via l'artisanat. Et dans ce cadre-là, dans ce stage, moi, j'ai eu un peu une ouverture d'esprit sur l'impact des changements climatiques sur ces femmes qui étaient déjà vulnérables, sur les cultures au Maroc, sur tout le sud du Maroc qui était déjà très vulnérable à ça. Et donc là, je me suis dit, j'aimerais bien travailler dans un métier qui peut faire sens par rapport à ça, soit sur des enjeux sociaux, soit sur des enjeux environnementaux et, si possible, les deux. T'avais quel âge là ? Là, j'avais 19 ans. Ok. Donc ça arrivait très jeune, ouais. Ouais. Et après, ça s'est professionnalisé. Je pense que l'engagement, au début, c'est quelque chose qui touche le cœur avant de toucher le rationnel ou de se dire on va en faire une carrière. Et au début, les métiers RSE, les métiers de l'engagement n'existent pas tellement. Il y a quelques années, au final, c'est assez récent. Et c'est seulement après que j'ai découvert qu'on pouvait faire ça aussi dans le cadre de l'entreprise, qu'on pouvait faire ça dans son métier et que c'était aussi un maillon de changement des sociétés qui était très fort. Les entreprises, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que l'associatif, il y a aussi le maillon de l'entreprise.
un maillon qui est très fort parce qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent faire bouger aussi le monde. Toi, c'est quoi ton parcours scolaire pour en arriver là? Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui existent, il y a des masters qui existent. Oui, alors moi, j'étais pas du tout partie sur ça. Moi, j'étais partie de Sciences Po, filière franco-marocaine, puisque j'étais passionnée par les pays du monde arabe et de la région MENA. Je voulais faire de la recherche en relations internationales pour travailler dans la diplomatie plutôt, parce que je voyais le maillon politique, je voyais le maillon aussi géopolitique. On sentait qu'il y avait énormément de crises qui se préparaient et qu'il y avait énormément de changements et qu'il y avait des choses à faire à ce moment-là. Et donc moi, j'ai fait de la recherche en relations internationales. Et ensuite, j'ai bifurqué plutôt quand je suis partie étudier en Californie, où là, en fait, j'ai découvert le domaine de la RSE, qui était déjà très développé aux États-Unis. C'est un peu ironique aujourd'hui puisqu'ils sont plus en retard sur les enjeux environnementaux. Mais à l'époque, ils étaient précurseurs sur l'idée de une entreprise doit bien sûr avoir une performance économique, mais doit aussi avoir une performance environnementale et sociale. Donc là, j'ai découvert ça. Et puis, en fait, je suis arrivée en stage de fin d'études au sein du groupe Rocher, qui est la structure mère de la marque Yves Rocher. Qu'est-ce qui t'a séduite, Yves Rocher? Alors moi, je suis bretonne de famille. Ok. Donc forcément, une marque, une entreprise bretonne comme ça, qui, c'est important de le noter, a encore toute sa production en Bretagne et qui a gardé un ADN breton et fier d'être breton, on va dire, ça me touchait un peu. Et ensuite, je me suis passionnée par l'histoire de la marque Yves Rocher et derrière ça, par l'histoire de son fondateur Yves Rocher. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait ce stage, j'ai pris le livre que monsieur Yves Rocher avait écrit. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses qui résonnent et qui sont encore d'actualité. J'ai envie de voir ce que ça donne encore à l'épreuve de 60 ans d'histoire, 65 ans d'histoire. Et en fait, quand j'ai regardé ce qu'il faisait, je me suis dit, ah waouh, l'engagement, il est réel, il est porté par des gens. Et j'ai envie de tester cette aventure avec cette entreprise. Et puis, j'ai toujours aimé la beauté. Je trouve que c'est un environnement qui est très particulier puisqu'il est très proche du personnel. Tu disais, on va rentrer dans la salle de bain, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus personnel que d'ouvrir la porte de sa salle de bain? Donc, c'est une industrie qui est très liée à l'intime et qui est aussi très liée à la société. Alors déjà, en France, la beauté, c'est la 5e industrie. C'est un fleuron industriel, c'est un domaine économique où on se dit que c'est presque de l'anecdotique parce que c'est des affaires de filles, on va dire. Mais en fait, non. C'est une énorme industrie économique en France, très proche de l'intime et proche des autres habitudes qu'on a dans le monde. Donc, je trouvais que c'était un objet d'étude et de travail qui était juste passionnant. Et je me suis dit, si je peux y mettre un peu le doigt, j'aimerais bien étudier ça. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait 7 ans. Tu as participé à énormément de projets, des projets qui sont devenus concrets. Oui. Est-ce que tu peux faire le lien entre la consommation directe et ce qu'on met en place chez Yves Rocher? Déjà, je pense que ce que les consommateurs, consommatrices ne savent pas toujours, c'est le Made in France. Aujourd'hui, souvent, les marques, elles se disent conçues en France, ce genre de choses. Nous, pour le coup, on est Made in France, Made in Bretagne, dans nos usines à Lagacy, qui est un territoire industriel très particulier. Il faut savoir que monsieur Yves Rocher est né à Lagacy. C'est là aussi que la marque Yves Rocher est née, il y a 65 ans. Et c'est là où on produit aujourd'hui 91% des produits du groupe Rocher qui sont mis sur le marché. Donc, faut déjà se dire, c'était un vrai pari et un vrai combat aussi industriel, puisque dans les années 90, c'était on va à l'international, c'est ça qui est chic, on délocalise les usines, on va partout dans le monde. Nous, on s'est vraiment dit, on a un combat, c'est de faire vivre un territoire. Et donc, on reste à Lagacy. Et ce territoire, là, depuis les 7 dernières années, on s'est aussi dit qu'on allait en faire un territoire de pointe en termes environnementaux. Donc, c'est devenu un territoire qu'on dit bas carbone. C'est-à-dire qu'on a réduit les émissions carbone de notre parc industriel de 76% dans les dernières années. Donc, les 3/4, globalement, c'est ça. Et on veut continuer à réduire et même faire des projets où on va stocker du carbone, ce genre de choses. Donc, c'est un territoire qui est vraiment à la pointe sur ces questions-là, mais aussi sur d'autres questions, comme par exemple les réductions de la consommation d'eau, qui sont très nécessaires en cosmétique pour laver les cuves, ce genre de choses. Là, on est en train de se dire, est-ce qu'on pourrait pas réduire encore davantage, être sur une boucle fermée pour l'eau, ce genre de choses. Donc, c'est un territoire qui est très innovant et qui le fait avec tout un écosystème. Et après, sur ce territoire-là aussi, ce que les gens savent très peu, c'est qu'on cultive nos plantes. Donc, on dit souvent qu'on est à la fois agriculteur, producteur, distributeur, conseiller beauté. C'est vrai que les gens de la marque Yves Rocher font tout ça en même temps. C'est vraiment la force d'avoir cette base verticale, en fait. Totalement. On a un modèle intégré, c'est ce qui nous permet de garantir la qualité. Je le disais bien sûr, le Made in France, mais aussi une sorte de conformité à chaque étape de la chaîne de valeur jusque les mains de la cliente. Et nous, on cultive nos plantes, donc on en a 14 qui sont les plantes emblématiques qu'on peut retrouver dans nos différentes gammes, dans Lift Pro, là, dans Glow avec la capucine qui est merveilleuse de Bretagne. Et ces plantes, elles ont la particularité d'être cultivées en agroécologie. Donc c'est des pratiques agricoles qui vont au-delà du bio. On est bio depuis les années 89, mais on fait aussi de l'agroécologie qui sont des pratiques qui permettent de redonner plus de vivant dans le sol,
Donc on va avoir plus d'espèces d'insectes, on va avoir plus d'espèces végétales, d'animaux autour. Et nous, c'est ce qu'on voit à l'Agacie, c'est que depuis qu'on y est, d'habitude quand on met un parc industriel, en fait on a moins d'oiseaux, on a moins d'animaux, moins de plantes. Et nous c'est l'inverse. On a plus de biodiversité depuis que ce site existe. Et ça, c'est une vraie victoire qu'on a et qu'on voit pas quand on prend le produit dans les mains, mais qui est bien réel. Comme tu l'as dit, en fait, chaque étape est processisée, vérifiée. On a notre propre labo aussi, les SEC, avec un panel de 10 000 testeurs pour avoir un produit qui soit sûr, qui soit fiable, avec une grande naturalité. On a agi aussi sur les packaging, on a réduit les packaging. Là où, il y a quelques temps, avoir du packaging, avoir du suremballage, c'était gage de qualité. C'est un peu la contradiction aussi des consommatrices et des consommateurs de beauté aujourd'hui, c'est que d'un côté, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent des marques engagées. Et puis de l'autre côté, en fait, le luxe est en train d'exploser avec des packaging hyper lourds, hyper premium, très consommateurs de ressources. Et donc nous, on doit naviguer à travers cette ligne de crête, montrer aux consommatrices et aux consommateurs qu'il y a d'autres manières de faire et que c'est pas parce qu'on a un pack, par exemple, plus léger que le produit à l'intérieur est moins qualitatif. Et donc oui, nous on fait l'effort sur nos produits. Par exemple, tu parlais de la naturalité. Nous, le taux moyen, c'est 91% de naturalité. Tous les produits confondus. Et sur les produits du soin visage, notre objectif, c'est d'être à plus de 96%. Donc c'est parmi les plus hauts taux de naturalité du marché. Et sur les packs, alors l'effort là, bien sûr, le premier, c'est de réduire. On a réduit de 17% à peu près notre empreinte plastique depuis 2019. Et puis, on développe des nouveaux produits. Ça, c'est très important de montrer qu'il y a des nouvelles manières de consommer de la beauté. Pour nous, c'est par exemple les produits rechargeables, qu'on a développé la première recharge entièrement recyclable de l'hygiène pour la beauté. Là, on sort la recharge pour le capillaire, pour notre gamme de cheveux. Et puis, ce que les gens savent pas non plus, c'est qu'on est numéro 1 des produits solides. Moi, souvent, quand je dis oui, je suis directrice relation, on me dit, mais pourquoi vous faites pas des produits solides chez Yves Rocher? Je dis, mais attendez, on est le premier du marché sur le solide. 25% des produits solides de la cosmétique française, c'est Yves Rocher. Et ils sont super. Il y a la même sensorialité, la même efficacité. Exactement. Et c'est ça qu'on essaye vraiment de développer. C'est moins d'impact environnemental, mais pour la consommatrice, que ce soit pas un effort, que ça lui coûte pas plus financièrement, ni en termes de résultats beauté, parce que c'est ça qu'elle vient de chercher. Mais c'est clair. Et c'est ça qu'on veut aussi dans les salles de bain. C'est quoi pour toi le plus gros enjeu du secteur de la cosmétique par rapport à l'environnement aujourd'hui? D'un point de vue consommatrice, ça va être le packaging. C'est tout ce qu'on se dit là sur la réduction. Et d'un point de vue résilience de l'industrie de la cosmétique, ça va être la question des matières premières. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, dans les 30 dernières années, en fait, on n'avait pas de limite. On pouvait consommer autant qu'on voulait. Il n'y avait pas de limite sur les ressources. On va rentrer dans un monde où on a de moins en moins de ressources. On a de plus en plus de difficultés à produire. Et donc, il va falloir faire des choix. Et toute entreprise aujourd'hui devrait regarder c'est quoi les risques et les vulnérabilités dans sa chaîne de valeur. Est-ce qu'il y a des matières premières qu'elle aura plus demain à cause du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a des produits qu'elle va plus pouvoir produire demain à cause du réchauffement climatique et compagnie? Et là, c'est vrai que la force d'une marque comme Yves Rocher, c'est d'avoir déjà ce modèle intégré. Ça nous permet de bien mieux connaître notre chaîne de valeur que des groupes ou des marques qui sont internationaux et un peu dispatchés sur tous les continents. Et comme tu le disais, c'est vrai que l'exemple que je prends par rapport à ça, c'est qu'effectivement, on a nos plantes emblématiques. Au jardin botanique à la Gacilly, on va tester aussi, on va importer aussi des nouvelles espèces. Il y a énormément de tests qui sont faits pour justement prévenir et en tout cas anticiper, que ce soit sur le côté innovation, mais aussi sur le côté, comme tu l'as dit, le réchauffement climatique. Demain, peut-être que je pourrais plus produire ces plantes-là. Totalement sur ça. C'est vrai qu'on a une cellule qui s'appelle le jardin botanique à l'Agacie. C'est une cellule d'expérimentation. Ils font deux choses. Ils font de la protection et de la préservation. Il y a plus de 5000 espèces qu'on garde, nous, aussi pour les conserver, pour pas qu'elles disparaissent. Et puis, on fait de la recherche sur les plantes de demain, celles qui vont mieux s'adapter, celles qui vont pouvoir vivre dans des situations un peu plus extrêmes d'un point de vue climatique. Et puis, on fait aussi ce qu'on appelle du biomimétisme. Donc là, c'est l'observation des plantes pour s'en inspirer et les calquer aussi sur les mécanismes de la peau. Donc, par exemple, une plante qu'on connaît bien et qu'on a mis dans notre nouvelle gamme Hydra, qui est l'édulis, elle permet de garder, en fait, des vésicules d'eau de manière beaucoup plus longue. Et donc, quand on a cet effet sur la peau, ça permet d'avoir une hydratation jusqu'à 100 heures de peau hydratée. Effectivement, elle vient venir gorger ta peau en eau, tout comme le fait aussi l'acide hyaluronique. Et toi, en tant que femme, quand tu as découvert tout ça, est-ce que tu as changé tes habitudes de consommation beauté? Oui, totalement. Déjà, j'ai changé puisque j'ai commencé à consommer du Yves Rocher. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu le biais quand on arrive dans l'entreprise, c'est qu'on découvre les produits et on découvre les merveilles qu'on a en termes d'innovation, de sensorialité de formule et d'efficacité produit. Moi, pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais des problèmes de peau, j'avais des problèmes d'acné et c'était un vrai tabou. En plus, à l'époque, encore plus parce que t'arrives dans le monde pro, il faut que t'aies l'air d'une adulte et puis tu as des problèmes qui peuvent être associés plutôt à l'adolescence. Donc, c'était
c'est pas évident. Et en fait, c'est les produits Yves Rocher qui m'ont permis aussi de me débarrasser de ces problèmes de peau, même s'ils reviennent, bien sûr. Nous sommes des femmes, c'est hormonal et c'est normal. Pas de honte sur ça. Mais en tout cas, c'est vrai que ces produits m'ont permis, on va dire, d'être un peu mieux dans ma peau. Et je me souviens très bien, c'était le produit qui aujourd'hui est la gamme Sebo et la gamme Hydra. Et puis en fait, on devient presque malgré nous, mais on devient des experts de produits et de skincare. Et je me suis rendu compte que je mettais mais à la fois n'importe quoi en termes de produits versus le bénéfice, et aussi de produits en termes d'ingrédients toxiques qu'on pouvait avoir, d'ingrédients parfois bannis par la législation et qu'on retrouve encore dans des formules aujourd'hui présentes sur le marché. Donc oui, j'ai changé mes habitudes de consommation liées à ça. Et ensuite, j'ai changé aussi mes habitudes de consommation dans d'autres domaines. Quand on parle du packaging, en fait, dans l'agroalimentaire, c'est pareil. On a des enjeux énormes de packaging. Et donc, une fois que tu es un peu engagé dans la RSE, c'est vrai que tu revois tous tes modes de consommation. Et il y a plein d'alternatives qui existent. Ça, c'est vraiment le point principal, qui sont pas plus chers, qui sont pas plus difficiles à mettre en place et qui pourtant peuvent avoir un impact à la fois dans ton quotidien. Et c'est un signal qu'on envoie aux industriels de on aimerait consommer différemment. Toi, est-ce que tu peux donner justement des exemples concrets de quelqu'un qui veut s'engager davantage, mais quels sont les premiers petits pas qu'elle peut faire? Je pense que la première chose qu'elle peut faire, c'est passer à la recharge. Alors moi, ça c'est vraiment mon truc. En plus, en ce moment, on est en plein dans le lancement. Et il faut se dire vraiment, un produit cosmétique rechargeable, c'est 80% de packaging en moins. Donc en fait, on élimine quasiment le problème du packaging alors que c'est le même produit et que la gestuelle, c'est juste de le retourner dans le flacon qu'on a déjà. Donc ça, c'est une des gestuelles. La deuxième gestuelle, c'est la consigne aussi. On l'a testé dans 3 de nos magasins là et ça marche plutôt bien. Les consommatrices reviennent. C'est une consommatrice sur 10 qui revient ramener son pot pour qu'on le lave et qu'on le réutilise. Et la consigne, elle est disponible dans l'alimentaire. Ça fonctionnait très bien à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Et je pense qu'on va le voir revenir un peu au goût du jour. Et après, sur l'alimentation, c'est vrai que sur l'alimentation, il y a un vrai enjeu en France, c'est d'avoir une alimentation qui est équilibrée, saine et qui fait vivre aussi de manière correcte les paysans français. Et donc là, se tourner plutôt vers des organismes bio. Par exemple, pour les courses, quand on est à Paris, en fait, il y a la Fourche qui existe, qui recense plein de produits bio qui sont livrés chez soi dans des emballages consignés. C'est top, je connaissais pas du tout. Et c'est moins cher que d'aller dans des enseignes classiques de supermarché. Tu sais si c'est national, ça, ou... Alors, je sais de source sûre que c'est à Paris. Et après, localement, ce qu'il y a souvent, c'est des AMAP, donc c'est des associations de producteurs qui font des paniers. Et là, c'est vraiment en plus en direct. Donc, en fait, il y a tellement de solutions et elles sont vraiment moins chères que les supermarchés. Ouais, donc à la fois responsable, économique. Ça te permet aussi de manger toujours des produits qui sont locaux et de saison. Est-ce que tu peux nous parler aussi d'un engagement qui est fort au travers la Fondation Yves Rocher? Oui. Alors, la Fondation Yves Rocher, elle fête ses 35 ans cette année. Voilà. Plus vieille que moi. Je suis en train de me dire. En fait, c'est 35 ans. C'est une fondation qui a été créée par Yves Rocher et son fils Jacques Rocher pour justement préserver la nature et le faire de manière collective. C'est une fondation qu'on soutient au nom de la marque Yves Rocher et qui nous est très chère. C'est un lien très émotionnel qu'on a, à la fois avec la fondation et les gens de la Fondation Yves Rocher. Et cette fondation, elle a plusieurs programmes. Il y en a un premier, c'est la plantation et la préservation d'arbres dans le monde, puisqu'on sait que la reforestation, c'est un enjeu. Et ils ont planté aujourd'hui 135 millions d'arbres. C'est juste incroyable. Souvent, on se rend pas compte. On se dit 1 million, 135 millions, 100 000. Les ordres de grandeur sont très difficiles à avoir. Il faut se dire, 135 millions d'arbres. Aucune autre fondation d'entreprise n'a réussi à faire ça. D'habitude, on est autour du million et c'est déjà super. Et surtout, dans ces 135 millions, les équipes, elles font tout pour suivre les projets, pour y retourner année après année et voir les impacts que ça a. Et c'est pas des arbres qui sont plantés gratuitement où on dit là on va planter des conifères alors que c'est pas des conifères qu'il faut. C'est vraiment une sélection d'espèces locales et au service aussi du projet qu'il y a. Donc des fois ça va être dans des fermes, des fois dans des environnements urbains, périurbains et compagnie. Ça c'est un des premiers grands volets. Et le deuxième, nous on a vraiment un lien avec les femmes puisque évidemment la marque Yves Rocher, il y a quand même beaucoup de clients qui sont des clientes. C'est pour ça qu'on féminise souvent. Et avec la Fondation Yves Rocher, on a un prix qui s'appelle Terre de Femmes. Et donc là, c'est pour valoriser les femmes qui agissent pour la préservation de l'environnement, qui portent des projets. Et donc, chaque année, on récompense des lauréates et ça forme une communauté de plus de 500 femmes qui aujourd'hui agissent partout dans le monde sur la préservation de la nature. Et nous, ces femmes, on a vraiment à cœur de les valoriser, bien sûr, financièrement pour que leurs projets puissent continuer, mais aussi d'avoir un soutien moral, parce que c'est souvent des actrices de l'ombre qui dédient leur vie complète au bien commun, puisque c'est vraiment des projets d'intérêt public pour le bien-être de la planète et souvent des humains. Et ces femmes-là, elles sont pas forcément valorisées, elles sont parfois invisibilisées, elles ont des difficultés d'accès à des financements, ce genre de choses. Et donc nous, on essaye au maximum de les visibiliser et de les féliciter, de les remercier pour leur travail.
J'en ai vécu 2 là de plantons depuis chez Yves Rocher. Le dernier, c'était chez une lauréate, Isabelle. En fait, il fallait réarborer une haie, je sais pas si je le dis bien. Et en fait, on t'explique qu'est-ce qui a été choisi, comment on va planter un arbre, comment on va s'assurer de sa pérennité et de son suivi. Et pourquoi en fait on le fait? Parce que justement, on veut préserver toute cette flore, cette faune, pour les protéger, parce que quand t'as plus de haies, finalement, n'ont plus d'endroit où se loger. Il y a trop de vent. Enfin voilà, de participer, de mettre les mains dedans, qu'on t'explique, ça fait tellement sens. Et puis, je l'ai vu, tu vois, de voir tellement quelqu'un d'engagé qui donne sa vie, qui donne tout, tout ce qu'elle a, en fait. Et c'est vrai sur le sujet des haies. Bon, la Fondation en parlerait beaucoup mieux que moi. Le problème en France, c'est qu'il y a eu toute une époque où on a enlevé les haies pour faire des énormes parcelles agricoles, pour pouvoir justement cultiver des parcelles plus grandes et pas être gêné par les tracteurs. Et je sais parce que chez moi, mon grand-père était agriculteur et on a vu ça se passer. Et même nous, à l'époque, on disait oui, ok, ça semble être la bonne idée du moment. Et en fait, on s'est rendu compte que ça générait plusieurs choses. Déjà, une perte de la biodiversité, puisque les haies, en fait, c'est des refuges à insectes. Et puis aussi, ça ne protégeait plus les cultures du vent. Donc après, il a fallu installer d'autres choses, utiliser d'autres typologies de cultures et compagnie. Et donc, en fait, on voit qu'en essayant de simplifier, on a complexifié beaucoup de choses. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est de replanter des haies bocagères, des haies autour de parcelles agricoles et compagnie. Et donc ça, la Fondation Yves Rocher, elle le fait énormément en France, puisque, je le disais, elle a planté 135 millions d'arbres, donc il y en a dans le monde. Mais il y a énormément des programmes de la Fondation Yves Rocher qui sont en France, parce que nous aussi, en France, on a des enjeux de reforestation qui sont très forts. Et en fait, chaque consommateur y participe, puisque quand on accède au programme fidélité, on plante un arbre, en tout cas, on permet à la Fondation de planter un arbre. Et aussi, on cumule des points lors de ces achats. Grâce à ces points, ça nous permet également de faire des dons à la Fondation pour planter des arbres. Oui, c'est tout nouveau. Puisque effectivement la Fondation Yves Rocher, dans son cœur de mission, elle a cet aspect collectif. C'est-à-dire que nous, si on préserve l'environnement, mais que autour, tout le monde est en train de le détruire, ça va être très compliqué. Et on essaye vraiment plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut faire du sujet de la préservation environnementale un truc hyper fédérateur, un truc hyper cool. Moi, j'ai toujours un truc hyper sexy où tu dis moi aussi, j'ai envie d'aller agir sur le terrain. Moi aussi, j'ai envie de planter des arbres parce que en fait, ça fait du bien. Et ça fait du bien d'être en collectif et d'avoir des liens humains et environnementaux, des liens au vivant, tout simplement. Et donc, on a réfléchi avec la Fondation Yves Rocher à comment est-ce qu'on peut plus engager les clientes de la marque Yves Rocher aussi à leur côté. Et donc, historiquement, on a toujours laissé le choix aux clientes de choisir son cadeau fidélité ou de planter un arbre avec la Fondation Yves Rocher. Et maintenant, on va un cran plus loin, puisqu'elle peut soit planter un arbre, soit faire en sorte que la marque Yves Rocher fasse un don de 6 € à la Fondation Yves Rocher. Et on va même un cran plus loin, ça c'est assez nouveau, c'est qu'on va proposer ce qu'on appelle des expériences de nature. Et donc là, on va proposer à des clientes de venir sur le terrain avec la Fondation Yves Rocher et des associations locales, donc dans la ville de la cliente, pour faire des activités de nature. Donc ça peut être reforester, créer un jardin partagé, faire une balade naturaliste en forêt, ce genre de choses. Et là, c'est la première fois qu'on le fait. Je pense que c'est assez unique. On est une des premières marques aussi de beauté qui va jusqu'à des expériences réelles. Et nous, on pense que ça peut faire changer les choses, ça peut faire changer les mentalités des clientes, ça peut donner plus de visibilité aux associations avec qui on s'associe localement, à la fondation aussi, et puis voilà, ça peut créer ce que moi j'appelle des petites étincelles citoyennes, des étincelles d'engagement qui ensuite durent dans le temps. C'est un peu toi ce que tu as vécu au Maroc finalement, c'est cette étincelle-là que tu as vécu, que tu aimerais que plein d'autres vivent. Tout à fait. Et ça, c'est sûr, tu as fait des sessions expérimentales? L'année dernière, on a fait des tests dans plusieurs villes. On a fait à Lyon et à Rennes. Et à Lyon, on l'a fait avec une lauréate Terre de Femmes qui s'appelle Victorine, qui a eu un enfant d'ailleurs entre-temps. Et ça, c'est une association qui s'appelle Des espèces par millions. Et donc, en fait, c'est des balades dans la ville de Lyon où on te montre toute la faune et la flore locale. Et ensuite, tu as une session de plantation justement pour diversifier et renforcer cette faune et flore locale. Et en fait, tu te rends compte que partout où on va, il y a de la biodiversité. Partout où on va, il y a du vivant. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'émerveiller et qui méritent qu'on se batte pour elles. Et donc, c'est ça qu'on essaye de créer, à la fois dans les milieux urbains, parce que c'est là où on a le moins d'accès à la nature, mais aussi dans des milieux un peu plus ruraux où parfois on va prêter main forte, par exemple, à des agriculteurs ou à des associations parce qu'elles n'ont pas la main d'œuvre. Et nous, on arrive, on est 300 et en une journée, on plante. On est motivés, on part pas tant qu'on n'a pas fini. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Parce que avant de faire ça avec les clientes, on le fait avec les collaborateurs et les collaboratrices de la marque Yves Rocher. Et c'est vrai que les assos, à chaque fois, ils rigolent. Parce qu'ils nous voient arriver, ils disent c'est l'équipe marketing, un peu stéréotypé, on est toutes des femmes. Donc tu dis OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va pas vraiment pouvoir planter, scier les trucs et tout. Et souvent, on finit en avance et nous disent mais on n'a plus rien à faire. Merci, vous nous avez bien aidés quoi. Et de l'autre côté, nous ça nous fait faire un pas de côté et nous rappeler que l'engagement il est vrai, il est vivant et il se vit de manière concrète. Ça fait le lien avec la force et la puissance de l'entreprise pour faire changer les choses. Yves Rocher est entreprise à mission. Ça veut dire quoi aujourd'hui concrètement? Alors, on est effectivement entreprise à mission depuis 2019.
On était une des premières grandes entreprises à se lancer dans l'aventure un peu en se disant, on sait pas exactement ce que ça veut dire. Et notre mission, c'est de reconnecter les communautés à la nature. Donc les hommes et les femmes à la nature. Donc c'est typiquement créer ce genre d'expérience. C'est typiquement changer notre business model pour intégrer plus de naturalité, pour révéler toute cette magie autour des plantes. Et puis voilà, créer un grand élan collectif autour de la transformation de l'entreprise et aller vers même le régénératif. On en parlait un petit peu en introduction. Il y a la RSE. Il y a un certain temps, c'était juste être en lien avec tous les enjeux réglementaires. Ensuite, c'était réduire ses impacts négatifs. Et demain, ça va être de créer des impacts positifs en faveur de la nature et des sociétés. Et en fait, le cadre de l'entreprise à mission, c'est notre boussole. Ça nous permet de vérifier que nos décisions sont bien alignées avec la mission qu'on s'était donnée, qui est plutôt une mission d'intérêt général. Ça fait lien sur ce que je disais au début, il y a le lien entre business et environnement, protection de l'environnement. Et c'est d'avoir toujours ce cadre-là qui sécurise. Et comme on peut l'imaginer, parfois il faut prendre position, il faut se battre. Même si on est tous dans la même entreprise, tout le monde n'a pas le même angle de vue, donc c'est se convaincre aussi. Totalement. C'est quoi ta plus belle victoire, toi ? Alors, elle va paraître un peu éloignée du quotidien, mais je pense que notre plus belle victoire, nous, ça a été de créer des objectifs qui soient business engagés. Donc, je suis très pragmatique. Je pense que on joue le jeu de la société dans lequel on est. On ne pourra pas être anticapitaliste complètement. Malheureusement, on a des obligations réglementaires et puis on a une responsabilité de faire vivre les territoires et les personnes de l'entreprise. Et donc, il faut qu'on arrive à se transformer dans le jeu de la société. Et donc, le fait de dire, qu'est-ce que dans notre business model doit décroître parce que ce n'est pas responsable et qu'est-ce qui doit croître parce que c'est ça notre cœur de business et qui drive aussi les engagements et la responsabilité. Ça, de réussir à faire ça à l'échelle d'une entreprise, que ce soit porté par nos PDG, par nos actionnaires, c'est une très grosse victoire. Donc, c'est un peu abstrait et de manière très concrète, en fait, c'est de vendre plus de recharge, de vendre plus de solide, d'être numéro 1 sur ça. Et je pense que voilà, il faut être fier de faire du business plus vertueux, quoi. Ouais, complètement. Écoute, merci de nous avoir offert cette fenêtre sur la marque Yves Rocher et ses engagements. Je crois que c'était important de le rappeler aujourd'hui dans un contexte où beaucoup de marques se disent green et que le consommateur peut être parfois un peu sceptique. Là, se dire c'est avéré. Aujourd'hui, Yves Rocher communique. Aujourd'hui, c'est une marque qui montre beaucoup de preuves. Tout est accessible, transparent, que ce soit sur le site, dans nos magasins. Tout à fait. Pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail, on a un rapport sur nos engagements. On a carrément dit que c'était un livre. Ça se lit comme un magazine, donc c'est une mine d'informations. Et en fait, il y a vraiment tout ce qu'on mesure, ce sur quoi on est audité par des tiers externes. Et en fait, nous, on est aussi dans un dialogue. Donc quand les gens ils ont des questions sur nos engagements, et moi, je suis ravie de leur répondre et de leur apporter aussi des preuves et de leur ouvrir nos portes. Très souvent, on emmène des gens à l'Agacie, on leur montre nos usines. Là, on y était encore la semaine dernière. Il y a des gens aussi derrière ça. Il y a des gens qui ont des convictions, qui ont des idées derrière l'entreprise. Et c'est ça, en fait, qui drive et qui fait avancer, qui nous met en mouvement pour l'avenir. Très intéressant. Est-ce que ça te dit là qu'on rentre dans les quiz de ta salle de bain ? Carrément. Qu'est-ce que tu utilises comme produit cosmétique le matin, le soir, si tu fais des soins de façon hebdomadaire ? Alors, le matin, puisqu'on m'a dit qu'il ne fallait pas laver son visage le matin. Donc, c'est de l'eau. Puis, j'applique un sérum et une crème Yves Rocher. Alors, en termes de sérum, c'est là où je varie un petit peu. En ce moment, je suis en train de tester le sérum micro-éclat de anti-âge global. Alors, ce n'est pas du tout mon âge en termes de skincare, mais c'est la nouveauté qu'on a fait qui est juste exceptionnelle et j'arrive pas à ne pas la mettre. Donc, je mets ce sérum couplé au grand soin Hydra Végétal, qui est exceptionnel pour les peaux mixtes. Honnêtement, il fonctionne très bien. Et après, j'ai toute ma routine make-up, évidemment, avec quand même, on va dire 2 produits phares. C'est le sérum de teint Radiance d'Yves Rocher. Honnêtement, j'ai jamais eu un fond de teint comme ça et je les compare honnêtement avec des marques de luxe. Je n'ai jamais trouvé un fond de teint d'une telle qualité et qui a la particularité d'être sérum et d'être hydratant. Et pour les yeux, le Cils Miraculé. Je n'ai jamais eu un mascara aussi bien. Et mes c'est cils ce que t'as là, du coup. Ouais. Ouais, non mais t'as des cils de folie. Et là, vraiment, c'était juste, j'en ai mis un coup. Et mes cils ont poussé depuis que j'utilise, donc je pense que le fait qu'ils soient gorgés de soin, enrichis au bleuet et compagnie, ça aide beaucoup. Donc ça, c'est un peu mes essentiels du matin en termes de beauté. Et en ce moment, je teste aussi le contour des yeux Lift Pro. Donc voilà, donc on voit que je fais un peu du pick and choose dans nos différentes gammes. Mais c'est aussi pour ça qu'on a des diagnostics de peau en magasin chez Yves Rocher. C'est moi, j'essaye d'adapter en fonction des saisons et en fonction de comment je ressens ma peau pour aller, targeter dans les gammes ce qui me va bien.
Carrément, tu as raison de le préciser. Effectivement, dans chaque magasin Yves Rocher, on propose des diagnostics de peau pour adapter la routine en fonction de son type de peau, de son état de peau. Tu as fait raison de le préciser aussi, en fonction des saisons, en fonction du cycle hormonal, l'état de peau peut évoluer. Et la nouveauté, c'est qu'on propose aussi des diagnostics capillaires. Oui. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai un peu peur. Je dis oula. C'est juste incroyable. Donc des diagnostics capillaires où on fait le point, ce qui permet de proposer une routine complète et de se dire qu'on peut aller beaucoup plus loin dans sa routine capillaire en gommant sur cuir chevelu, par exemple, pour retirer tout ce qui est excès de sébum, petites cellules, en fait, un peu comme on exfolie sa peau. On peut aller plus loin dans le traitement de ses longueurs et des pointes. On peut utiliser différents produits qui sont vraiment experts, comme un spray thermoprotecteur, comme un vinaigre de brillance, etc. Toujours avec la naturalité Yves Rocher. Totalement. Toi, tu utilises quoi en capillaire ? Alors sur le capillaire, tu fais bien de le préciser sur le scalp, puisque moi honnêtement, c'est quelque chose que j'ai découvert, je pense, il y a 2 ans. Justement, en parlant avec nos équipes des laboratoires, j'adore faire des déjeuners avec eux parce que je leur pose plein de questions. Et là, je leur disais, mais en fait, est-ce que ça change quelque chose de laisser poser un soin, par exemple, toute la nuit ? Parce que moi, c'est ce que je faisais. Et on m'a dit, en fait, théoriquement, tes cheveux, tes longueurs, elles sont déjà mortes. Donc, si tu veux vraiment avoir une action de fond sur ton cheveu et qu'il soit plus fort, plus brillant, en fait, c'est ton scalp qu'il faut traiter. Et c'est aussi pour ça qu'Yves Rocher, maintenant, a développé des sérums pour le scalp. Et c'est aussi pour ça que quand les personnes ont des problèmes de chute de cheveux, il faut vraiment faire des massages avec des sérums adaptés pour... J'utilise le sérum Balance d'Yves Rocher, évidemment. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, scalp. Chevelu. Ensuite, pour les cheveux, bien sûr, j'utilise nos shampoings solides. Et en fonction du mood, je vais utiliser le Brillance. Et là, j'ai testé aussi nos nouvelles recharges qui sont sorties. Avec, qu'est-ce que j'ai pris comme gamme ? Je crois que j'ai pris la Réparation. Et ensuite, le thermoprotecteur, j'avais tellement hâte que ça sorte chez Yves Rocher. Le sérum thermoprotecteur qui répare 2 ans de casse dès la première application, qui était fou puisque effectivement nos cheveux sont hyper sensibilisés. On pense bien sûr ses cheveux lisseurs ou que sais-je, mais en fait la pollution aussi et le fait de vivre en ville, ça fragilise énormément le cheveu. Et donc d'avoir ce sérum, en fait, pour moi maintenant c'est un must-have du quotidien quoi. Je sors pas de la douche. C'est la meilleure cliente Yves Rocher, toi. Ah mais c'est terrible. J'adore. C'est terrible. Et pourtant, je teste avec d'autres parce que j'ai des copines qui travaillent aussi dans l'industrie de la beauté, certaines dans des maisons de luxe, d'autres dans la parapharmacie, donc on s'échange un peu nos produits. Et à chaque fois, c'est une fierté quand elles me disent « Bon, est-ce que tu peux nous redonner tel ou tel produit ?» Oui, je suis une bonne cliente. Avec un engagement en plus derrière. Exactement. Et alors, sur le soir, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi après ta journée de dingue? Alors, le soir, j'ai une routine démaquillage avec la gelée aux algues, toute la gamme Pure Algue que j'adore et que j'utilise. Alors ça, c'est ma spécificité. J'ai converti plein de gens à ça. Avec une petite éponge en silicone, avec des petits picots, pour avoir vraiment un démaquillage. Et là, t'as tout le make-up qui part hyper facilement. Et double nettoyage avec le solide Pure Algue, pareil avec cette petite éponge en silicone. Et je finis ma routine avec le sérum qui est exceptionnel, le biphasé à la mélatonine. Alors ça, c'était l'innovation qui, moi, m'a fracturé mon cerveau. Elle va nous redonner la preuve et l'efficacité sur les heures de sommeil. Mais c'est dingue, c'est dingue. Vraiment, je me souviens quand on l'avait testé avec des copines, c'était la période où on sortait un peu et tout, et tu dis récupérer des heures de sommeil, c'est quand même pas rien. Ça me parle. Et vraiment, on se dit mais on shine quoi. Et le sérum, il est ouf et visuellement, il est magnifique quoi. T'as ces petites mélatonines qui est infusée, donc ça. Et après, je finis par la crème Hydra en plus du sérum. Et quand j'y pense, je fais un petit masque LED de 10 minutes. Voilà. Et de façon hebdomadaire, est-ce que tu pousses un petit peu ta routine avec masque, gommage? Ouais. Alors masque, oui, j'en fais à peu près de manière hebdomadaire. Et pareil, en fonction des besoins, je change un peu. J'aime beaucoup évidemment le Hydra. Je le trouve top. Et le Glow, il a un effet un peu peeling. J'utilise toutes les 2 semaines à peu près. Et d'ailleurs, on me l'a volé, celui que j'avais là, parce qu'il était trop bien. Ah mince. Donc, je l'ai amené chez une copine. Elle m'a dit, je peux le garder. Je lui ai dit, d'accord. Ouais. Ok. Donc effectivement, on l'appelle masque, mais ça a une action gommante, ça a un côté enzymatique. Effectivement, on va permettre de retirer les cellules mortes et d'unifier le teint. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on a un glow après qui est juste incroyable, quoi. D'où son nom. Tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais découvert en allant chez Yves Rocher. La différence entre gommage mécanique et gommage chimique. Et que le gommage mécanique abîmait quand même un peu plus la peau et qu'il avait un peu moins d'efficacité et qu'à terme, il y avait un effet d'accoutumance de la peau à ce type de gommage et qu'il fallait privilégier plutôt des gommages enzymatiques comme Glow. Et donc ça, c'était une belle découverte. Ouais, tu m'étonnes. Sur la partie corps, est-ce que tu utilises des produits? Alors, je dois avouer moins. Par contre, sur le corps, alors moi, je suis plutôt sportive. J'ai plutôt un rituel autour de massage où tous les mois, c'est un massage
quand je peux. Et puis après, j'ai toute la gamme body. Alors, mon chouchou, c'était dans la gamme bain de nature, c'était avoine. Le lait réparation à l'avoine, je le trouve top. Et après, la gamme réparation avec le karité, qui est vraiment pas mal aussi. Donc, en plus, c'est pareil. En fonction des périodes, en fonction de son besoin, en fonction de la sécheresse de la peau. Chez Yves Rocher, on retrouve tout. Ouais. Toute texture, tout dosage en nutrition. Et puis aussi, en bain de nature, donc les gels douche, c'est vrai qu'on en a. On peut voyager grâce à Yves Rocher. Ouais. Tu passes de la Polynésie à la Bretagne. Enfin, voilà, c'est assez dingue. On en a pour tous les goûts. Ah là, c'est sûr. Bon, après, l'iconique, évidemment, c'est l'odeur du Monoeil. Je pense que l'odeur de Monoeil Yves Rocher, il est en train de bercer 5 générations et qui est top. Mais j'avoue que j'ai des petits coups de cœur pour la Roine Sarrazin de Bretagne. Ouais, Voilà. tellement réconfortant. Tu nous as dit que tu étais sportive. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Alors, j'en fais plein de différents. Je vais au bureau en vélo et c'est à 13 km. Donc, aller-retour, ça fait un petit boost. Et puis après, je fais de la danse, je fais de la course à pied, je fais du trail, je fais des sports plutôt maritimes quand je suis en Bretagne. Donc, ça peut être du surf, de la voile, de la planche à voile. Je fais du crossfit / Aerox, musculation, voilà un peu les trucs. Ça, c'est quand je suis un peu énervée. Et puis après, je fais aussi du pilates qui me permet d'avoir d'équilibrer un peu. Équilibré. Et du yoga pour quand même rester très zen et avoir une souplesse. Et ça fait un pack un peu complet. Trop bien. Comment ça se passe à Paris? Parce que tu vois, en province, on n'a pas forcément tout ça à dispo. Toi, c'est quoi? C'est un système de cartes? Parce que tu peux pas t'abonner de partout. Alors, à Paris, il y a plusieurs choses qui existent. Moi, j'utilise Urban Sports Club. C'est un peu comme ClassPass, Gymlead. Et en fait, tu as un abonnement où tu as plein de salles de sport différentes. C'est exceptionnel et c'est des coachs vraiment de qualité. Enfin, souvent, c'est des petits cours, donc tu connais les personnes. Ils savent comment te challenger, jusqu'où aller, etc. Et tu as une diversité aussi d'activités qui est géniale et hyper précieuse. Franchement... Canon, merci pour le plan. Et sur la partie alimentation, ça fait partie aussi du soin de soi. Tu nous as dit que tu faisais attention à la provenance des aliments, à comment tu consommais. Toi, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? C'est vrai que c'est un gros enjeu et c'est un enjeu de santé. À la fois, évidemment, santé, beauté, parce que je sais pas si tu as vu sur les réseaux toute la trend de Eat Your Skincare et compagnie. Voilà. Je l'ai vu passer, mais c'est aussi un enjeu de santé. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes hormonaux, de dérégulation de la thyroïde, ce genre de choses. Je pense quand même que c'est peut-être lié à l'alimentation, aussi à la pollution et au stress environnant. Donc, pour moi, c'est vraiment un des gros leviers sur lequel on peut agir au quotidien et sur lesquels moi, j'ai besoin d'agir. Et donc oui, j'ai privilégié tout ce qui était alimentation bio, vraiment pour tous mes aliments bio et local quand c'est possible. Et les deux choses qui ont été un peu game changer pour moi, c'était la question des protéines, puisque moi je suis végétarienne pour des raisons environnementales mais aussi animales. Et donc il fallait bien trouver des sources de protéines pour remplacer ça. Donc c'est vraiment un de mes gros trucs, c'est chasser les protéines, pouvoir en rajouter. Et des fois des protéines végétales. Et le deuxième point, c'est de manger salé au petit déjeuner. Quand je prends un petit déjeuner, j'essaie toujours d'avoir un petit déjeuner salé. Okay. Pour éviter le pic de glycémie du matin. Exactement. Moi aussi, ça a été vraiment le changement total au niveau de l'énergie et puis de plus avoir cette envie de sucre qui vient. À la limite, si on a envie de manger de sucre, on le fait après ces 2 œufs, ça passe et du coup, t'as pas le pic de glycémie. Niveau sommeil, t'as une énergie qui est incroyable. Comment tu fais? Quels sont tes tips? Et en gros, c'est quoi ton rythme? Alors, je lis beaucoup, donc retour au calme le soir avec quelques lectures. Le matin, je n'enlève jamais mon mode avion avant de quitter mon appartement ou d'arriver au bureau. Donc, j'ai un peu ce temps où je n'ai pas de pollution exactement. Et ensuite, je dors 8 heures par nuit. Honnêtement, le sommeil, c'est aussi un enjeu de santé publique et toutes les estimations qui ont été faites sur les besoins de sommeil, ça a été fait sur des hommes majoritairement. Alors que nous aussi, les femmes, en fonction de là où on en est dans notre cycle, on peut avoir des besoins de sommeil qui sont totalement différents. Et donc, j'essaye vraiment d'adapter pour avoir minimum 8 heures de sommeil. Du coup, être en forme la journée. Mais t'as raison de le dire, une femme a besoin de plus de sommeil qu'un homme. Exactement. Et j'adore ton côté engagé. Les tests, il est fait sur des hommes. Mais comme beaucoup. Comme énormément de choses. Ouais, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est ratio en labo, etc. Donc, il y a les mesures sont pas super bonnes, livre que mon équipe m'a offert quand je suis partie en vacances, qui s'appelle Femmes invisibles. Et en fait, c'est tous les statistiques qui ont été basées sur des hommes et qui peuvent mettre à mal les femmes. Et donc, par exemple, dans le domaine de la santé, mais aussi quelque chose qui nous paraît anecdotique, mais les ceintures de voiture ont été calquées sur des corps d'hommes. Et donc, quand on a un accident de voiture, les femmes sont plus à risque que les hommes. Et il y a énormément de choses comme ça. Et donc, toutes les données sur la santé aujourd'hui, ça explique plein d'errances médicales des femmes. Et donc, voilà, je tiens à chaque fois à dire, il faut adapter à nous, à notre cycle et à la manière dont les femmes fonctionnent. Exactement. Est-ce que tu as des pros qui prennent soin de toi? Tu nous as dit que tu aimais te faire masser. Est-ce que tu as envie de faire une petite ref
Carrément. Alors, bon, déjà, mes proches, je ne sais pas s'ils sont professionnels, mais ils prennent vraiment soin de moi. Et ensuite, effectivement, alors les coachs de sport, yoga et compagnie, et notamment un studio à Paris, ça s'appelle Circle, CIRCLE. Et eux, justement, ils ont développé une pratique sportive qui est très holistique. Donc, c'est pas t'arrives et peu importe comment tu vas faire la même routine et c'est comme ça. C'est adapté, ça décompose plein de mouvements, tu te rends compte de toute la composition de ton corps. Et donc, ils sont top, c'est dans le 11e. Et après, moi, j'ai un masseur, ça s'appelle Empreinte Zen. Et donc, lui, il travaille sur tout ce qui est fasciathérapie et donc décontracture aussi musculaire. Génial. C'est vraiment pas mal pour les sportifs. Et t'as raison de le dire au niveau du sport. En fait, il y a plusieurs mouvements. Tu vois, on était dans cette tendance du très intense avec des hits, qui va à fond. On est passé après au côté yoga, pilates. Et là, effectivement, il y a cette tendance beaucoup plus holistique, prendre soin de soi, mais tout en douceur, effectivement. C'est aussi une des problématiques avec le sport mais qui est à l'image de notre société. On est quand même dans une société de performance et d'ultra-performance qui est un peu exacerbée par les réseaux sociaux. On se dit, en fait, si je sais pas courir 110 km dans la montagne, je ne sais pas courir. Si, en fait, parce que les statistiques montrent que déjà, si tu cours 10 km, tu fais partie d'une petite partie de la population et si tu le cours en moins d'une heure, je crois que c'est 10%. Donc, on est toujours à se comparer avec le 1% dans tout et le sport n'a pas échappé à ça. Et donc, je trouve que c'est important aussi de se dire, il y a un besoin d'écoute de notre corps, de compréhension de notre physiologie. Et ça appartient à chacun de le faire, mais c'est plus facile quand on est aidé par des coachs qui nous disent, en fait, c'est vous aussi, et on adapte le sport à la personne et pas la personne au sport. Ouais, mais ça, c'est vraiment un changement de mindset, quoi. Oui. On va passer aux questions de la fin. Si toi, tu devais transmettre un message aux femmes sur la beauté, ce serait quoi ? Ça va paraître pas conventionnel. Mais je dirais que la beauté, c'est un terrain de jeu. Ça a été un outil d'oppression des femmes pendant longtemps et encore maintenant, c'est 100% le cas parce qu'il y a des normes, parce qu'il y a des codes, il y a des dictates. Mais en fait, je pense que c'est aussi une source de puissance qui est hyper forte. Et le fait qu'on nous ait tellement appris ce jeu, et maintenant c'est presque à nous de l'utiliser comme on en a envie, quoi. Et moi, je sais que ma routine de beauté, même mon make-up, elle me permet de décider ce que je vais montrer au monde, de décider ce à quoi est-ce qu'ils ont accès de moi, de ma personne, d'avoir des fois plus de puissance, plus de joie, et donc d'utiliser en fait ce jeu qui nous a opprimés, mais pour en faire un outil de libération. Et donc de faire une beauté beaucoup plus libre, beaucoup plus fun et qui nous ressemble. Je parle de routine, je parle de power routine aussi. Parfois, tu sais, t'as une tenue que tu kiffes et qui te rend puissante, etc. Le make-up, c'est pareil. Si tu mets ce rouge à lèvres rouge, c'est parce que t'as envie de faire passer un message. Donc c'est les petits codes subtils des nanas, mais qu'on adore. Ton geste de beauté incontournable dans ta routine beauté. Alors ça, c'est Yves Rocher qui me l'a appris aussi, mais c'est le massage du visage, les automassages, parce que j'avais été faire des soins en institut Yves Rocher. Et en fait, en discutant, on m'a dit, en fait, ça va être vraiment ces gestes de massage qui vont justement préserver les cellules, leur permettre de produire plus de collagène et compagnie. Et donc, toute ma routine, je le fais en automassage aussi. Et je trouve que c'est un super moment aussi qu'on peut s'offrir à soi-même. Un moment pour soi, de connexion à soi. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que on a des boutiques en France, on a des instituts avec des soins incroyables. On a des soins visage, des soins corps, et on a intégré effectivement des soins avec des techniques ancestrales, de facialistes, etc. Et c'est juste dingue. Totalement. Et ça mérite de le dire, c'est des soins qui sont abordables compte tenu du marché et des prix des massages qu'on peut voir avec des instituts qui se spécialisent vraiment très fortement, mais avec des prix, c'est 300 € le soin du visage, c'est pas du tout accessible. Alors que chez Yves Rocher, on a quand même aussi vraiment ce point d'accessibilité, de droit un peu au bien-être, au fait de prendre soin de soi et d'avoir ce moment un peu où on déconnecte et on délègue à quelqu'un la responsabilité de prendre soin de nous, de notre beauté et de notre bien-être. Et je trouve que c'est quand même un des volets de la marque qui fait que c'est une marque encore humaine avec un volet social très important. Mais ça, tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important. C'était le fondement de la marque Yves Rocher, c'est qu'ils voulaient rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes. Et aujourd'hui, on préserve toujours ça. C'est l'efficacité, l'expertise, l'innovation, le côté naturalité, mais aussi à prix accessible. Totalement. En fait, on se dit, on ne veut pas faire de compromis sur aucun des aspects. Et donc, il faut qu'on ait le triptyque efficacité, engagement, accessibilité, tout le temps. Et c'est pour ça que la marque Yves Rocher existe et qu'elle continue aussi de plaire parce que on est la marque numéro 1 de beauté en France. On a 7 millions de clientes en France, c'est pas rien. Ça nous honore, ça nous fait vraiment plaisir et on remercie les clientes de nous faire confiance. Mais on a aussi une responsabilité de continuer cette marque, cette belle aventure qui est collective avec 7 millions de personnes, c'est juste dingue. C'est clair. Un parfum ou une odeur qui te définit ? Alors j'en ai deux. Le premier c'est Sur la Lande, qui est un parfum de la marque Yves Rocher qui avait été notamment développé par une personne qui maintenant est dans mon équipe RSE. Okay.
Et donc, petit attachement émotionnel et je la félicite pour ce parfum qui est vraiment incroyable. Et l'autre, c'est Mon Évidence. Donc, c'est une déclinaison un peu plus moderne du parfum Évidence qui est là depuis 65 ans dans la marque et je crois qu'on en vend toutes les 10 secondes, quelque chose comme ça. Je veux pas dire de bêtises. C'est dingue. Mais c'est à peu près ça. Et donc, Mon Évidence, il a des teintes de magnolia, de pêche. Il est hyper frais et doux mais puissant. Ça te caractérise bien. Si tu devais, toi, créer un produit cosmétique, qu'est-ce que ce serait quand tu déjeunes avec tes collègues du labo, tu leur demandes des choses? Alors oui, ce serait en réaction à des innovations qu'on voit pas mal arriver. Je sais pas si tu vois les masques un peu en tissu à usage unique. J'adorerais qu'on ait ce genre de masques, mais qui disparaissent. Donc qui se mettent dans ta peau et qui n'aient pas besoin d'emballage. Ce serait top. Voilà. Le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné? Ça va paraître un peu bateau, mais c'est un message sur l'acceptation de soi, quoi. Honnêtement, on a une vie, ou peut-être plusieurs, j'en sais rien, mais ma certitude pour le moment, c'est qu'on a une vie. On a un corps, on a une représentation de nous. Le mieux qu'on puisse faire, c'est quand même de l'aimer. Ce sera pas tout le temps, ce sera jamais parfait l'amour qu'on peut lui porter. Mais je pense que c'est le meilleur conseil beauté, quoi. C'est de se trouver belle, sans compromis. C'est sûr. Super message. Est-ce que t'as une chanson qui te booste? Alors, c'est pas ma chanson iconique, mais c'est la nouvelle chanson d'Angèle, qu'elle vient de sortir avec Justice, et ça s'appelle What You Want. Et je l'aime bien juste parce qu'en fait, Angèle sort de son côté un peu gentil, et là, elle a la dalle, c'est une femme de pouvoir, elle fait ce qu'elle veut. Et dans la période en ce moment où je vois un backlash et une polarité sur les réseaux sociaux entre les hommes et les femmes, et qu'une femme extrêmement connue comme Angèle vienne et affirme en fait sa féminité et aussi sa bisexualité, parce que du coup dans le clip il y a plein d'histoires d'amour, je trouve ça génial et je trouve ça hyper courageux, et la chanson elle est sympa. T'es une femme très engagée, tu nous l'as dit, on le perçoit à travers tes propos, le métier que t'as choisi et les actions que tu fais à côté. Est-ce que t'as une citation, une valeur de vie? J'ai un mantra, quelque chose qui revient souvent dans ma tête, c'est d'honorer le fait d'être vivant. Aujourd'hui, on a la chance de vivre cette vie. Moi, je me considère comme très chanceuse, très privilégiée, parce que je suis une femme blanche vivant à Paris, cadre, ayant la chance de faire un métier qu'elle aime avec des gens super dans une entreprise super. Il faut vraiment honorer cette chance-là, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où il y a énormément de problématiques géopolitiques, il y a énormément de violence. Et donc, quand on peut avoir des petites parcelles de bonheur, il faut vraiment les prendre et il faut vraiment les honorer. Et une citation en lien avec ça, je l'adore, c'est Albert Camus qui disait que il n'y avait pas assez d'amour au monde pour qu'on le gaspille. Et donc, de dire aux gens qu'on les aime, je trouve ça super. Dans le cadre professionnel, évidemment, avec toutes les limites, mais de dire aux gens qui sont super, de dire aux gens qui font un super boulot, à vos proches qui sont incroyables et qui rendent votre vie meilleure, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire, et c'est aussi la responsabilité qu'on a aujourd'hui dans le monde. Quand tu finis par des super notes d'amour, on adore, de gratitude. Merci pour cet échange ultra inspirant. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à nous glisser? Merci à toi et merci pour l'inspiration que tu donnes. Franchement, c'est top. Et j'ai trop hâte d'écouter les 51 autres invités de ton podcast. Et bravo de faire ça. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à mon invité pour avoir dévoilé sa power routine et ses précieux conseils. Si vous voulez prolonger la discussion, retrouvez-moi sur Instagram, Time to Glow Podcast. Vous y retrouverez les coulisses, des inspirations et bien sûr, les références évoquées dans cet épisode. Petit rappel, chaque produit convient à un type de peau. Si un produit ou une astuce vous a tapé dans l'œil, pensez à valider auprès d'un expert beauté pour vérifier qu'il correspond bien à vos besoins et qu'il saura vous sublimer. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Votre coup de pouce compte énormément pour moi. Merci encore, à très bientôt et n'oublie pas, il est temps de briller.